Ah, mademoiselle Nielsen, qu'est-ce qui vous amène ici? Qu'est-ce que c'est que cela? Ceci est la compilation de toutes les affaires auxquelles j'ai été affectée durant les 11 années pour lesquelles j'ai travaillé ici. Toutes, sans exception, étaient classées niveau 5 ou moins. Je suppose que c'est encore un de vos petits caprices. Un caprice? Je suis simplement venue vous demander une affaire de niveau supérieur. Barbara, écoutez... Détective Nielsen. Pardon? C'est Détective Nielsen. J'ai travaillé d'arrache-pied pour pouvoir obtenir ce titre et je tiens à ce qu'il soit utilisé. Barbara ou détective, qu'est-ce que ça change? De toute façon, vous connaissez déjà la réponse à votre question. C'est un non. Comment non? Vous ne m'avez même pas laissé finir. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'entendre tout ce que vous avez à dire pour savoir de quoi il s'agit? C'est la quoi? 4e, 5e fois en 2 semaines? À chaque fois que vous mettez les pieds dans mon bureau, c'est pour y réclamer la même chose. Et à chaque fois, je vous explique que ce n'est pas possible. Vous ne serez pas affilié à une affaire de plus que niveau 5. Point final. Et pourquoi pas? Barbara, Détective Nielsen. Et oui, pourquoi pas? Qu'est-ce qui pourrait bien m'empêcher de pouvoir m'occuper des affaires plus importantes? Est-ce que c'est le manque d'expérience? J'en doute, j'ai déjà plus de 10 ans de carrière et 150 affaires résolues à mon actif. Ou alors mon taux de réussite est trop bas pour une mission dangereuse. Probablement pas. J'ai seulement 5 échecs dans toute ma carrière, tous provoqués par une erreur d'identification des preuves des experts du laboratoire et donc hors de mon contrôle. Mais si c'était que mon esprit n'était pas assez fort pour gérer tout le stress quand j'emmène des missions à risque? Encore non. Les tests gouvernementaux d'évaluation psychologique mensuelle ont déterminé que ma force mentale était sans doute un de mes plus grands atouts. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ah oui, ce serait parce que j'aurais des difficultés en combat rapproché, en tir, en leadership, stratégie. Perdu, je flotte généralement au-dessus de la moyenne dans tous ces domaines. Je suis pleinement capable de supporter les responsabilités d'une affaire dangereuse. Tous ces documents le prouvent. Alors je vous le redemande encore une fois, pourquoi pas? Pourquoi? Serait-il trop vous demander de m'expliquer comment il est possible que je puisse démontrer mes capacités en situation dangereuse si la plus grande mission qu'on ne m'ait jamais attribuée soit de retrouver la tondeuse de Monsieur Lambert? vous exagérez. Et Anderson alors? Je ne vois pas ce que Anderson a à voir là-dedans. Oh, ne vous en faites pas, j'y viens. Nick Anderson, même pas 2 ans qu'il a décroché un poste, et on lui offre déjà une affaire 10 sur un plateau d'argent. 25 ans, 2 ans de service, et il a déjà sa photo dans tous les journaux du pays. Vous allez me dire qu'en à peine 2 ans, il avait déjà fait ses preuves, peut-être. Ah oui, mais lui, je le sentais depuis le début qu'il était fait pour ça. Brillant ce petit. Autant lui donner quelque chose de gros dès le début pour qu'il se taille la place qu'il mérite. J'espère sincèrement que vous vous rendez compte d'à quel point votre raisonnement est contradictoire. Sinon, c'est juste beaucoup trop triste. Attention! Attention à quoi? À ce que je dis. Votre logique ne l'est absolument pas, et vous le savez très bien. Vous, monsieur, faites du favoritisme. Vous pensez que certains agents méritent d'être soutenus, alors que d'autres, non. Les chouchous, tous des hommes, soit dit en passant, seront propulsés vers le haut, grimpant les échelons sans aucune difficulté, tandis que les autres stagnent au bas de la pyramide pour la gloire des autres. C'en est assez! Sortez immédiatement de mon bureau! Pas question, tant que je n'aurai pas obtenu ce que je vous demande. Selon moi, je mérite une affaire importante. Du moins classée niveau 9 ou 10. Une affaire passionnante, excitante, remplie de plaisir, et je ne l'accepterai pas. Vous savez quoi? Vous avez raison. Ah bon? Je veux dire, bien évidemment. Voici une affaire classée niveau 6. C'est déjà une amélioration. C'est une plaisanterie. Écoutez-moi bien. Détective Nielsen, ceci est ma dernière proposition. Vous m'avez assez humilié comme ça. Vous qui attendiez une affaire importante, en voici une. Et si vous n'arrivez pas à l'élucider, vous allez être viré pour de bon. Je commence à en avoir marre de vos caprices. Est-ce clair? Quoi? Mais c'est totalement injuste! Est-ce clair? Oui, monsieur. Bonjour Marcel. J'ai besoin de toi dans la salle des archives tout de suite.
Nous avons une nouvelle affaire à élucider à propos de... À propos d'une dame qui s'est fait voler un bijou. On a peut-être déjà entendu parler. Une première enquête a été ouverte en mars 93 pour se terminer un mois plus tard suite à la démission de détective en charge. Oh oui, tout ça c'est génial, mais j'ai quelque chose d'encore mieux à t'annoncer. Barbara, le patron m'a appelé il y a une demi-heure pour me faire part que j'ai reçu une promotion. Barbara, tu te rends compte? Je serai assignée à tes affaires de niveau 8 et 9 maintenant. Malheureusement, ça veut dire que nos chemins se séparent à présent. C'est sûrement encore une de ces ruses pour s'attaquer à moi. Comment est-ce que je vais pouvoir travailler sans mon cher assistant? Je suis ton collègue, pas ton assistant. Marcel, donne-moi 2 secondes. Attendez une minute! Bon, Marcel, nous ne pouvons pas nous séparer. Toi et moi, nous sommes comme Batman et Robin, comme Sherlock Holmes et Watson, comme... C'est ouvert! T'en fais pas. La direction m'a assuré qu'ils trouveraient quelqu'un pour me remplacer. Je suis sûre qu'ils ont bien choisi ton nouveau partenaire. Quoi? Détective Nielsen? Marcel, je te ramène plus tard. Qui es-tu? Tu t'es perdu, jeune homme? Bonjour, madame. Barbara, si je ne me trompe pas. Je m'appelle Milo Stéphane et je suis votre nouveau stagiaire. La secrétaire m'a dit que je pourrais vous trouver ici. Tu me parais un peu jeune pour travailler dans une agence. Quel âge as-tu? J'ai 23 ans. Votre patron m'a clairement mentionné que vous vous occupez d'une affaire d'une extrême importance et que, puisque je suis l'un des meilleurs détectives, enfin, apprentis détectives de la ville, je vous serai d'une grande utilité. Je doute que vos services me satisferont. Au contraire, je vous assure que si. J'ai un diplôme de l'école internationale du département de police. Et en plus, je suis ceinture noire de karaté. Aïe! Donc, s'il me faut attaquer une bande de gangsters, on en serait capable. J'ai appris ce mouvement l'année passée. Il se nomme la vipère à cornes bleues. Vous venez de briser une preuve servant à élucider un meurtre. Je suis vraiment désolée, Madame Barbara. Je vais tout de suite nettoyer ce bordel. Et maintenant, vous venez de faire tomber la moitié des archives de cette bibliothèque. Hurrah! Le boss m'a envoyé le pire spécimen qui puisse exister pour me déstabiliser. Un singe muni seulement de 3 pattes me serait plus utile que toi. Cette situation est complètement ridicule. Tellement ridicule que je doute que ce soit vrai. Qu'est-ce qui ne me fait pas dire que monsieur, je pense que les femmes sont inutiles, ne t'a pas fait parvenir ici pour se moquer de moi et m'humilier? Oh, Madame Barbara, aucune de ces atroces pensées ont effleuré qu'une seule seconde de mon esprit. Même si votre patron, qui me semble être une personne peu sympathique, m'aurait proposé $1 million, ce ne serait pas pour vous insulter. J'aurais refusé sans hésitation. J'ai tellement entendu parler de vous et j'ai toujours rêvé de travailler à vos côtés. Comment pourrais-je gâcher mon unique chance de vous assister durant cette affaire? Vous m'apprendrez peut-être certains trucs de détective. Oh, débloquer une porte avec un bobby pin serait passionnant, comme on voit dans les films. Oh, et un jour, je deviendrai un extraordinaire enquêteur, et ce serait grâce à vous. Alors, s'il vous plaît, prenez-moi comme votre apprenti. Je vous en prie. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, commence par me trouver le lecteur des cassettes audio pour que je puisse écouter certains témoignages. À vos ordres, commandant. Merci Martin. Mathéo? Milo. Ah oui, Milo. Donc, merci Milo et votre rentre utile et essaye de trouver des informations sur... Angèle Raymond. Elle s'est fait voler un bijou dans les années 90 et ce bijou n'a jamais été retrouvé. Donc, notre mission est de découvrir qui est le voleur et où se trouve-t-il. Comptez sur moi, vous n'allez pas le regretter. Milo, continue à étudier les documents. Je pense qu'il y a quelques témoignages écrits à la page 33. Entendu. Alors, qu'est-ce qu'on a là? 1, 2, 5 cassettes, quelques photos et un document. Contient les 5 témoignages des personnes les plus proches d'Angèle, incluant le sien. OK. Enregistrement datant du 11 mars 1993. D'accord. Données confidentielles, classification 6, blablabla, ça on s'en fout. Ça aussi. Ah, quelque chose d'utile. Les proches d'Angèle sont les principaux suspects de l'affaire. Les questions qui leur ont été posées concernaient leur relation avec Angèle, ainsi que les changements étranges qu'ils auraient pu remarquer durant leur séjour chez cette dernière.
Tout autre détail susceptible de faire avancer l'enquête était également le bienvenu. Les réponses des principaux suspects pouvaient être retrouvées dans les cassettes 2 à 5. La première est le témoignage d'Angèle. Parfait, je pense qu'on va commencer par là. Donc, cassette 1. Angèle Redmond, et je suis une victime d'un vol de bijoux. Tout ceci s'est produit il y a 10 jours, le soir du 1er du mois. J'étais assise calmement dans mon salon de thé lorsque j'ai entendu Princesse, mon chien, aboyer. Je me suis levée de mon confortable fauteuil pour aller voir ce qu'elle faisait. D'habitude, elle est si douce. Elle n'aboie jamais. Ce que j'ai vu m'a terrifiée. Mon collier, mon précieux en perles d'émeraude, avait disparu de la chambre où j'entrepose mes bijoux. Un de mes biens les plus précieux, maintenant disparu. Ce collier était un cadeau de feu. George Redmond, mon mari, il est mort il y a quelques semaines. Ce collier, il me l'avait rapporté d'un voyage en Inde et je le gardais précieusement dans un coffre-fort. Un coffre sur mesure même, absolument impossible à ouvrir sans code. Je ne sais pas comment le voleur a bien pu l'ouvrir sans que je m'en rende compte. Il n'a pas fait un son. J'imagine que vous voulez voir la pièce. Suivez-moi. C'est cette porte-ci, juste à côté. Vous voyez, aucune trace d'infraction, ni sur la porte, ni sur les fenêtres. Et le coffre-fort est comme neuf. On ne l'a même pas forcé. C'est incompréhensible. Le voleur devrait avoir le code, mais comment? Personne n'a le droit de venir dans cette pièce à part moi. Je suis la seule à avoir la clé. Je ne sais plus quoi faire, monsieur le détective. Normalement, je ne l'autoriserai pas, mais maintenant que ma pièce secrète ne l'est plus, vous pouvez prendre autant de photos que vous le souhaitez ici. Tant qu'elles servent uniquement de preuve pour élucider cette affaire. Je vois. Les premières photos attachées au document sont donc les images de la pièce. En effet, tout est en condition impeccable. Même pas une rayure sur les serrures. Le voleur a clairement trouvé le moyen de s'infiltrer à l'intérieur. Mais il y a aussi d'autres photos, des portraits cette fois. Ah, ce sont les employés d'Angèle. D'écrire Mademoiselle Redmond, c'est une tâche bien difficile que vous me demandez là. J'ai travaillé pour cette brave femme toute ma vie. Elle est un ange descendu du ciel. Même si c'est moi qui lui changeais les draps chaque matin, qui pliais et rangeais minutieusement ses vêtements, et moi qui ramassais les besoins de son chien, Mademoiselle Redmond ne m'a jamais traité comme une moins que rien. Au contraire, nous possédions une relation empreinte de respect. Donc je ne vois pas qui aurait pu commettre cet affreux crime à son égard. Elle venait me voir très souvent auparavant, mais on dirait qu'elle a changé depuis le vol. Avant, chaque jeudi, elle sirotait son thé aux pommes toute seule. C'est pour cela qu'elle m'invitait à la rejoindre. Elle se sentait souvent seule, puisqu'elle n'a plus de famille. Son mari est mort dans un tragique accident et... je ne pense pas que je devrais parler de ça. Coupez! Arrêtez d'enregistrer! J'ai rien vu, moi. Moi, je m'occupe du jardin, pas de la maison, puis ici, c'était bien normal. La petite dame a sorti dans son jardin comme tous les matins, puis a pris son thé. C'était pas mal la seule personne que j'ai vue cette journée-là. J'y parlais pas tant que ça à la dame. Je la voyais pas tant non plus. La plus longue conversation que j'ai eue avec elle, c'était pour qu'elle me donne ma paye. Hey, puis elle paye bien. Le gars qui a volé le collier, il aurait dû venir travailler pour Madame Redmond. Il aurait sûrement ramassé plus de cash qu'en vendant les émeraudes. Elle reste pas mal tout le temps dans sa chambre. Elle met plus les pieds dans le jardin. Je viens visiter Angèle tous les mardis pour lui faire des tests médicaux afin de s'assurer qu'elle soit en santé. Mais depuis le vol, je suis obligée de visiter tous les jours. Cet incident l'a vraiment bouleversée. Avec l'aide de quelques collègues, je crois avoir déterminé de quoi elle souffre. Nous nous sommes mis d'accord sur une hausse critique de paranoïa et d'anxiety. La pauvre dame était déjà fragile de base, mais ceci l'a simplement poussée à bout. Cependant, je ne peux vous assurer que cette évaluation est exacte. Pour être certain de ce qu'elle souffre,
Il faudrait lui faire passer un examen psychologique complet et pour l'instant, j'ai encore du mal à la convaincre de m'ouvrir la porte, alors l'examen est impossible. Je lui ai prescrit quelques médicaments à prendre matin et soir pour tenter de la calmer, mais je doute fortement qu'elle les prenne. C'est à peine si elle s'alimente ces temps-ci. Elle ne mange presque plus, ne dort pas assez et se coupe constamment du monde extérieur. Il va falloir que je trouve une solution à ça et rapidement. Ne perdez pas votre temps à me demander si j'ai remarqué quelque chose d'étrange avant l'incident. C'est inutile, je n'en sais pas plus que vous. Angèle, c'est une égoïste. Toute sa vie, depuis qu'on était petite fille, elle a eu tout ce qu'elle voulait. L'argent, les beaux vêtements et les garçons en plus. Elle s'est mariée avec le plus beau d'entre eux, George Redmond. Oh, George, c'est moi qui devais me marier avec lui, pas elle. Il était à moi. Je ne vois vraiment pas ce que George trouvait à Angèle. Peut-être que ce sont ses beaux cheveux blonds qui scintillent au soleil ou ses yeux bleus étincelants. En tout cas, ce n'est pas ça qui est important. Moi, je la soupçonne d'infidélité. Je la voyais toujours discuter avec le livreur de journal. Comment je le sais? Je l'espionnais par la fenêtre. Je veux dire, je sais, c'est tout. En tout cas, je suis parfaite et c'est moi qui aurais dû avoir toute l'attention qu'elle a reçue durant toutes ces dernières années. Elle mérite tout le mal qui lui arrive en ce moment. Ça sert à rien, ce maudite cassette. Milo, as-tu trouvé quelque chose de ton bar à propos? Rien de trop important dans les témoignages, mais il y a tout de même quelque chose d'assez important. Enfin, comment dire, Angèle Redmond est morte. Ça y est, ma carrière de détective est fichue. Comment est-ce que je peux résoudre un vol si la victime est morte? En plus, tous les témoins qui étaient déjà dans les cassettes qu'on a écoutées sont soit déjà morts ou totalement introuvables à ce jour. Le détective qui s'occupait de cette affaire avant moi a bien dû réaliser que cette affaire ne menait à rien et il a simplement laissé tomber. Essayer de résoudre une affaire sans preuve, sans piste, c'est impossible. C'est pour ça que le boss a réouvert cette enquête. Il savait que je n'allais rien trouver puisqu'il n'y a rien à trouver. En échouant dans cette enquête, ça lui donne le pouvoir de me renvoyer finalement. Toutes ces années de travail parties en fumée. Angèle Redmond, 1945 à 1993. Repose en paix ton mari qui t'aime. Je donnerais n'importe quoi pour qu'elle soit devant moi en ce moment, et pas juste sous mes pieds. Qu'est-ce que tu fais encore ici? C'est triste. Oui, d'accord, c'est peut-être un peu triste, mais elle est morte il y a bien longtemps, cette dame. Excuse-moi, mais j'ai pas trop la tête à me lamenter sur le sort de quelqu'un d'autre en ce moment, puisque la prochaine fois que je retourne dans mon bureau, c'est pour en redonner les clés. Ah, mais qu'est-ce que je vais faire? Je comprends, Madame Barbara. Mais je me sens tout de même mal pour Madame Redmond. La pauvre est morte, sans famille, sans amis. Mais non, t'es vraiment bête, hein? Regarde, ça dit « Repose en paix ton mari qui t'aime ». Son mari était là, avec elle, jusqu'à la fin. Mais c'est impossible. Dans les cassettes, Angèle affirme que son mari est mort quelques semaines avant le vol. Le mot ne peut pas être lui. Ton mari qui t'aime, s'il est mort avant Angèle, il n'a pas pu mettre ce mot sur la tombe, enfin. Oh. Oh. Ce n'est pas le mari qui a écrit ça. Vite, cachons-nous, il y a quelqu'un qui approche. Mais qu'est-ce que c'est, Madame Barbara? Si Angèle Redmond est morte sans famille et sans amis, pourquoi cet homme pose des fleurs sur sa tombe? Milo, je pense que nous avons enfin une nouvelle piste. Vite, il s'éloigne, suivons-le. Madame Barbara? Oui. Qu'est-ce qu'on va faire quand on va arriver là-bas? Quand l'homme va s'arrêter? On va continuer à le suivre. Et s'il est en train de rentrer chez lui? Toujours le suivre, Milo. Il est notre unique piste pour le moment. On ne peut pas le laisser s'échapper.
Je vois. Un problème, Milo? Madame Barbara, je pense pas que partir à la poursuite de cet homme soit une bonne idée après tout. Ça ne veut pas dire que les témoignages affirment que Angèle n'avait pas d'amis ni de famille, qu'elle n'a pas rencontré cet homme plusieurs années après le vol. Et si on faisait fausse route, il n'y avait rien à voir avec tout ça. On ne peut pas tout de même espionner un homme innocent. Je ne pense pas qu'il soit innocent. Comment? C'est impossible. Il n'a pas pu rencontrer Angèle après l'enquête. Rappelle-toi bien ce que dit le rapport. Elle est morte quelques jours après que l'affaire du vol soit fermée. Cela veut dire qu'Angèle connaissait cet homme bien avant qu'elle ne se fasse voler. Si cet homme est venu déposer des fleurs sur sa tombe, même 36 ans après sa mort, ça veut dire que cet homme était proche d'elle. S'il était proche d'elle, il aurait légalement dû être dans un de ses témoignages. Sans exception. Mais c'est là qu'il y a un problème, puisqu'il ne l'était pas. Il y avait le médecin Angèle, sa femme de ménage, son jardinier et sa voisine. Mais aucun témoignage d'un ami ou d'un membre de la famille. Cet homme a voulu et a réussi à se cacher de la police. Je ne sais pas comment il a fait, mais c'est définitivement très louche. Donc, vous pensez qu'on peut avoir des renseignements si on le suit? Exactement, c'est tout compris. Mio, est-ce que tu arriverais à attraper mon sac, s'il te plaît? Bien sûr, madame. Voilà. Bien, il y a quelque chose à l'intérieur de la grande pochette. Prends-le et garde-le toujours à portée de main. Est-ce qu'il est chargé? Oui. Je ne peux pas prendre ça, détective. Je ne serai jamais capable de tirer sur un homme. Je ne te demande pas de tirer, Milo. Juste le garder. Au cas où tu aurais besoin de quelque chose pour te défendre. Vous pensez que j'en aurai besoin? J'en sais rien, Milo. J'en sais rien.